Donc on va vraiment ouvrir maintenant notre colloque à l'attention des personnes qui sont à distance. Nous cherchons à améliorer le tir. On est très soucieux de leur, comment dirais-je, de leur attention, puisqu'on voit les messages qui nous parviennent. Donc on va faire le maximum. Sachez que si vous étiez ici, vous entendriez parfaitement et vous pourriez être dans un contexte convivial avec des cafés et des jus d'orange. Voilà, je vous merci en tous les cas d'être là. Soyez un peu patient, le son va être meilleur. Je donne la parole donc à deux membres du conseil scientifique, au professeur Frédéric Coulet et à Virginie Perrard, qui vont vraiment introduire notre colloque. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux, au nom du Conseil scientifique, d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de lancer ce colloque qui est donc sans doute un premier dans une série. Et nous allons, dans les quelques minutes qui viennent, avec le professeur Coulet et moi-même, tout simplement apporter quelques repères, quelques clarifications aussi sur des notions qu'on va beaucoup utiliser, et nous assurer finalement que la perspective dans laquelle ce colloque a été conçu est partagée, est transparente, et que nous pouvons tous finalement embarquer dans un effort de réflexion commun, puisque le but ici, ce sera de produire quelque chose au travers des échanges, pas uniquement de produire une publication, mais de produire vraiment de la réflexion et éventuellement de voir quel destin cette réflexion peut avoir ultérieurement, puisque, comme l'a répété Emmanuel Hirsch, nous n'en avons pas fini avec les crises sanitaires. Alors, quelques repères temporels, si vous le permettez, parce que finalement, en 2 ans, énormément de choses se sont passées, et certes, les spécialistes ont le nez sur l'ensemble des étapes de cette crise sanitaire, mais peut-être que tout un chacun a pu maintenant, après de longs mois, avoir une vision finalement un peu floue de comment ça a commencé. Alors, en décembre 2019, le premier cas est détecté à Wuhan, donc en Chine. Et le 31 décembre 2019, le bureau de l'OMS en Chine, toujours, prend connaissance d'un communiqué de la Commission municipale de la santé de Wuhan qui concerne des cas de pneumonie virale. Cette information est alors publiée sur le site de ce bureau de l'OMS en Chine et transmise au bureau régional qui est celui du Pacifique occidental. L'OMS demande alors des précisions à la Chine. Au même moment, le 31 décembre 2019, la première mention de ces faits, de ces premiers cas de pneumonie virale préoccupants, apparaît dans la presse française, ou plus exactement sur le site du média Sputnik, dont on connaît la proximité avec les autorités russes, mais via le bureau français de Sputnik. Le 2 janvier, l'OMS informe les partenaires du réseau GOARN. C'est le réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie. Elle informe donc qu'il y a des cas de pneumonie en Chine. Le 5 janvier, des informations détaillées sont partagées par le biais du système d'information qui est mis en place par le règlement sanitaire international, dont il sera question à plusieurs reprises au cours de notre colloque. Ce réseau est accessible à tous les États membres. Le 9 janvier 2020, on apprend que le virus en cause est un coronavirus, donc une catégorie de virus que l'on connaît déjà, mais pas dans cette étiologie spécifique. Le 11 et le 12 janvier 2020, les autorités chinoises partagent la séquence complète du génome du coronavirus qu'ils ont détecté donc dans les échantillons qu'ils ont prélevés sur les premiers patients. Entre le 10 et le 15 janvier 2020, les premiers cas en dehors de Chine sont notifiés, à savoir en Thaïlande et au Japon. Le 21 janvier, un premier cas sur le sol américain. Le 23 janvier, des discussions qui n'aboutissent pas ont lieu au comité d'urgence du règlement sanitaire international. La question qui est posée, c'est de savoir si ce qui arrive doit être qualifié d'urgence de santé publique de portée internationale. Sans accord sur cette qualification, les membres de ce comité proposent de se revoir prochainement.
Le 24 janvier, l'OMS est informée par la France de cas français, 4 cas, qui sont a priori des cas d'importation. L'Institut Pasteur, dans la foulée, séquence le génome du virus prélevé sur les échantillons français, ce qui permet de constater que c'est globalement le même virus que celui qui est à l'origine des cas chinois. Cependant, la question de savoir comment il se transmet reste encore en suspens. Le 29 janvier, une première guidance intérimaire de l'OMS sur le port du masque est publiée. Elle concerne tout d'abord les soignants, à qui le masque est conseillé dans le cadre de leurs activités, ainsi que les personnes symptomatiques, pour lesquelles, évidemment, le masque est également conseillé. Dans les autres cas, le port du masque n'est pas nécessaire, car, je cite, « aucun élément n'indique que les masques protègent les personnes qui ne sont pas malades ». Il est mis en garde contre un mauvais usage de celui-ci et le faux sentiment de sécurité qu'il peut induire. Le 30 janvier, après de nouvelles réunions, les membres du comité d'urgence du règlement sanitaire international se mettent d'accord sur la qualification d'urgence de santé publique de portée internationale et l'OMS la déclare. Fin février 2020, de premiers cas en Afrique surviennent, en Égypte et en Algérie. Le 11 mars, l'épidémie est, dit le président de l'OMS, président directeur général, c'est une pandémie. Mi-mars, la France se confine. Je fais un saut dans le temps. Le 21 décembre 2020, le vaccin Pfizer reçoit une autorisation conditionnelle de mise sur le marché sur base des données issues d'un essai clinique ayant inclus 44 000 personnes, dont la moitié ont reçu le principe actif, les autres ayant reçu un placebo. À partir de ce moment-là, et avec quelques jours de retard sur la campagne anglaise, qui a déjà débuté début décembre, la campagne de vaccination commence dans la plupart des pays d'Europe, non sans susciter une méfiance massive auprès de certains publics. Où en sommes-nous aujourd'hui, après presque 2 ans et demi de cette pandémie? Eh bien, à dater de hier, ou d'avant-hier, le 6 juin 2022, il y avait plus de 529 millions de cas positifs confirmés dans le monde, selon les données compilées par l'OMS. Et sur ces cas positifs confirmés, plus de 6 millions de décès, mais ce chiffre, faut-il le préciser, est considéré comme étant largement sous-estimé. Et bien sûr, la pandémie n'est pas terminée. À titre de comparaison, et bien que nous n'ayons dans ce domaine plutôt que des ordres de grandeur, en raison des modalités différentes et évolutives du comptage des cas et des décès, il est estimé que la grippe espagnole, donc 1918-1919, a fait environ 50 millions de morts en 2 ans. Et la pandémie causée par le VIH, qui n'est pas terminée mais qui agit de façon beaucoup plus perlée, aboutit aujourd'hui à un comptage de 33 millions de morts. Alors il faudra bien sûr davantage de temps et de recherche pour connaître le bilan global de cette crise exceptionnelle et pour déterminer si l'accalmie actuelle dont nous bénéficions et qui est fort agréable évidemment et qui permet ce colloque sous un format hybride va tout simplement être durable. Dans quelle position sommes-nous aujourd'hui pour nous mettre à réfléchir ensemble ? Alors d'abord, notre position, elle est un petit peu éloignée de l'épicentre. En 2 ans, nous avons finalement appris, nous sommes acculturés à l'existence de ce virus. Nous savons ce que signifie le degré de reproduction du virus. Nous savons qu'il mute, nous savons comment le prendre en charge. Beaucoup de savoirs ont été produits et ont permis que nous ayons une amélioration générale des pratiques de soins de santé autour du coronavirus. Mais pour autant, nous sommes encore le nez sur l'événement, nous sommes dans l'événement. Et pour apprécier littéralement la portée de celui-ci, je voudrais juste vous proposer un tout petit exercice de pensée rétrospectif en vous rappelant que Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est un éminent historien issu de l'école des Annales,
avait dans sa leçon inaugurale du Collège de France en 1973 caractérisé la période qui courait entre 1330 et 1730 en France de période de l'histoire immobile. Alors pourquoi avait-il dit ça? Sachant que cette période était celle où avait sévi ou prospéré la peste noire. 25 millions de morts, environ un tiers de la population en Europe. La guerre de 100 ans, le petit âge glaciaire qui vit pourrir les récoltes sur pied et semer dysenterie et disette. Les guerres de religion et le règne long, très long sur la fin de Louis XIV avec la révocation de l'édit de Nantes. Tant de morts, tant de douleurs, tant de pleurs, tant de désespoir, tant de crainte, tant de peur, et pourtant l'histoire immobile. Bien sûr, sa qualification est tout à fait correcte, puisqu'elle se base en fait sur la quantification des populations en France, qui est globalement restée la même en 4 siècles, tout simplement parce que les clochers de mortalité qui étaient observés, c'est-à-dire ces bonds dans la courbe, étaient rattrapés ensuite par une natalité plus forte. Donc du point de vue de la démographie historique, cette analyse était tout à fait correcte. Mais nous voyons dans le même temps tout ce que le temps long de l'histoire ne nous dit pas, et nous sommes exactement là. Nous ne sommes pas dans le temps long, nous sommes à proximité de l'événement, nous sommes encore dans l'événement, mais à une certaine distance. Et donc la focale qui sera la nôtre pour ce colloque, c'est non pas celle de l'immédiateté, mais celle de l'immédiate proximité. Cette immédiate proximité, elle a des limites, notamment parce qu'on ne voit pas ce qui est immobile, comme on pourrait le faire peut-être, sait-on jamais, si on faisait un bond dans le temps de quelques siècles. Mais elle a un grand avantage. Elle permet en fait d'être en contact avec tout ce qui émerge dans les discours, les débats, les décisions, qu'elles soient politiques, scientifiques ou sociétales, autour de cette pandémie. Et dans ce magma de textes, de paroles, de communication, de sentiments, de raisons, de choix, de peurs, d'inquiétudes ou de questionnements, eh bien nous avons accès aux choix et aux raisons qui ont présidé à la définition de l'action, en tout cas telles qu'elles se manifestent, telles qu'elles sont énoncées ou éventuellement rendues lisibles par les événements. Et nous avons également accès à la façon dont ces choix et raisons prennent vie dans le cadre de procédures institutionnelles. Parce que, in fine, l'action dans la société se doit d'être légitime ou se veut comme telle, ne peut en tout cas faire l'économie d'un passage vers un affichage de légitimité, voire carrément une légitimité de fond dans certains cas. Les deux ne sont pas à exclure. Alors l'ensemble de ces questions, de ces choix, de ces raisons, de ces positions, de ces postures, de ces interrogations, nous avons décidé de les questionner, de les réfléchir dans un domaine particulier qui est celui de la recherche, le champ de la recherche. Alors nous aurions pu le faire dans celui de l'économie, dans celui de l'éducation, mais nous avons choisi le champ de la recherche et nous en sommes très heureux puisque ça nous permet de réunir un nombre important d'interlocuteurs venus d'horizons divers. Alors pourquoi la recherche ? Je dirais que ça s'impose lorsque face à un virus émergent, on se rend compte qu'il n'y a pas d'immunité dans la population, on ne connaît pas les facteurs de susceptibilité chez l'autre et nous ne disposons pas de traitement ou de mesures de prévention. La recherche est donc l'alpha et la clé de toute solution et espoir à venir, ce qui laisse du coup le champ scientifique d'une responsabilité spécifique et d'une autorité renouvelée. Souvenez-vous, le XXe siècle fut un temps dur pour la recherche, un temps où la recherche a arrêté de correspondre dans l'esprit de la société, dans l'esprit du citoyen lambda, a forcément l'équivalent d'un facteur de progrès. Il y a eu des contestations, il y a eu des réflexions, il y a eu des peurs, et là, on a vu tous les regards se tourner vers la recherche, tous les espoirs se tourner vers la recherche. Et effectivement, les savoirs essentiels à la préservation des vies, à la prévention et à la limitation des effets de la pandémie, à l'acceptabilité des mesures transitoires, à la modélisation de notre quotidien, de notre futur proche et moins proche, tout cela est issu et provient directement de la recherche.
Jamais le lien entre notre quotidien sous pandémie, entre guillemets, rythmé d'interrogations, et la recherche n'a été aussi palpable. Où est-ce que je cours le risque de me contaminer? Qu'est-ce que je risque si j'attrape le coronavirus? Qui puis-je mettre en danger par ce biais-là? Est-ce que c'est grave si je fais telle ou telle chose dans mon quotidien? Jamais le lien entre recherche scientifique et décision politique n'est apparu aussi manifeste. Nous avons pu le voir au fil du balai entre le gouvernement et le conseil scientifique. Nous aurons le privilège d'entendre certains de ses membres. Jamais ce secteur n'a été autant investi d'espoir, ni n'a suscité autant d'interrogations, mais aussi de suspicions de la part de la population. Alors nous avons décidé d'interroger ce champ de la recherche sous deux angles, celui de l'éthique de la recherche et celui de la gouvernance internationale. Je ne me chargerai pour ma part que d'introduire la question de l'éthique de la recherche et je laisserai à des orateurs plus experts, notamment le professeur Coulet, la possibilité de vous introduire à celui de la gouvernance internationale. Alors, que signifie l'éthique de la recherche? Un mot qu'on entend beaucoup et souvent avec des contenus différents selon les interlocuteurs et les moments où ce terme est prononcé. Eh bien, il faut sans doute se représenter l'éthique de la recherche comme une succession de cercles concentriques. J'imagine bien qu'un PowerPoint aurait été idéal pour visualiser ça, mais je fais appel à votre imagination. Au centre, vous avez l'éthique de la recherche sensu strictu. Elle définit l'ensemble des principes et des équilibres qui doivent être respectés lorsque l'on conduit une recherche impliquant des animaux ou des participants humains. Deux traditions sont ici à distinguer pour des raisons historiques et de forme, mais sur le fond, le contenu ne diverge pas tant que ça. Donc je les cite pour notre culture générale, mais nous n'avons pas besoin de nous arrimer aux détails de ces différences pour comprendre ce qu'est l'éthique de la recherche. La tradition continentale européenne, c'est-à-dire la nôtre en général, pour ce qui concerne la recherche impliquant des sujets humains, émerge ou s'est cristallisée plus exactement de façon moderne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu des antécédents, mais ici n'est pas le lieu de parler de cette histoire. Vous avez sans doute entendu parler du procès de Nuremberg. Nous parlons ici d'un autre procès qui s'appelle le procès des médecins et qui s'est tenu devant un tribunal militaire américain installé à Nuremberg, mais qui n'est pas le procès de Nuremberg, entre 1946 et 1947, justement après le dit procès de Nuremberg qui concernait les grands criminels de guerre et qui était un tribunal international. Et ici, nous sommes devant un tribunal militaire américain. Devant ce tribunal furent jugées les exactions commises sur des détenus des camps de concentration à l'occasion de recherches scientifiques. Sur les 23 accusés, 15 furent reconnus coupables à différents titres. Le jugement rendu énonce une série de principes qui sont aujourd'hui connus sous le titre de Code de Nuremberg et qui définissent ce qu'est une expérience acceptable. À la base, c'est ce qu'est une expérience acceptable du point de vue juridique, mais une portée éthique est advenue à la suite de ces analyses proprement juridiques. Parmi ces principes, et vous les connaissez, on cite la nécessité d'obtenir le consentement libre et éclairé des participants, la nécessité d'assurer la sécurité de ces participants en toutes circonstances par une minimisation continue des risques et le refus d'attenter de façon durable ou importante à la santé et à son bien-être. Et bien sûr, le respect dû à la volonté du participant de quitter la recherche à tout moment, s'il le souhaite, et sans se justifier. La tradition anglo-américaine qui s'est formalisée en règles et principes dans les années 70, mais qui a elle-même également une histoire plus longue que celle simplement débutant dans les années 70, s'est formalisée à la suite du scandale de Tuskegee, cette recherche dont vous avez peut-être entendu parler, qui visait à étudier sur une cohorte de métayers afro-américains particulièrement désavantagés, paupérisés dans la société de l'époque, d'étudier l'histoire naturelle de la syphilis, ce qu'ils appelaient le bad blood. Ils n'étaient même pas au courant, on ne leur avait pas dit qu'ils souffraient de la syphilis. Et cette recherche s'est poursuivie à partir des années 30 jusque dans les années 70. Au début, effectivement, on n'avait pas de traitement, ou en tout cas pas de traitement sérieux pour soigner ces gens. Mais ensuite, dans les années 40, la pénicilline est arrivée.
Et même à ce moment-là, on n'a pas jugé bon, pour les bienfaits de la recherche, pour pouvoir continuer à chercher, de les informer de ce qu'il existait, un traitement. Beaucoup sont morts. Des centaines d'enfants ont été contaminés. Et le président Clinton a dû présenter des excuses dans les années 90 à ce sujet. Le scandale a été révélé en 1972. Ça a fait énormément de bruit dans la société américaine et il a fallu que le gouvernement décide d'agir à cette occasion. Bien sûr, on l'avait poussé un petit peu dans le dos au préalable. On pense ici aux auditions menées par le sénateur Walter Mondale. Mais il n'avait jamais agi jusque-là. Et puis là, il n'a plus pu reculer. Et il a donc mis sur pied une commission spéciale qui a travaillé pendant 4 ans et a produit le rapport Belmont. Elle n'a pas produit que le rapport Belmont, mais elle l'a produit en 1979, dans laquelle les principes éthiques selon lesquels la recherche doit être conduite, mais aussi toute une série d'autres éléments concernant l'encadrement des recherches sont explicités. Cette tradition est importante parce qu'elle a ensuite évolué vers une codification juridique de ces textes et c'est bien pour cela que les IRB aujourd'hui fonctionnent encore sur base de ce corpus à la fois éthique et juridique. Ces deux traditions ont fait l'objet de développement et de translation dans des textes de soft law et puis aussi dans des dispositions de hard law. Et si bien qu'aujourd'hui, on considère que les recherches sur la personne, quelle que soit la tradition dont on se réclame, doivent non seulement respecter des règles techniques, mais honorer des principes fondamentaux qui sont les principes de justice, de respect, de bienfaisance et de non-malfaisance. À ce corpus spécifique, il faut encore ajouter en période de pandémie ce qu'on appelle l'epidemics ethics, qui appartient elle-même à un cercle plus large qui est celui de la disaster ethics. La disaster ethics prenant en compte également les situations de catastrophes naturelles. Pourquoi ce corpus additionnel qui donc énonce une série de principes et de règles complémentaires et qui a été majoritairement proposé par la littérature grise de l'OMS, comme on peut dire, c'est-à-dire les lignes directrices qu'elle publie sur base de recommandations d'experts, mais tout simplement parce que si toute l'éthique de la recherche est pensée comme étant séparée de l'éthique du soin, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appuient, le soin d'une part, la recherche d'autre part, mobilise des corpus et des façons de penser et d'évaluer différentes, en période de pandémie et d'épidémie, eh bien tout simplement ces frontières se brouillent. Lorsque de nombreux patients arrivent à l'hôpital, qu'il n'y a pas de traitement, on peut assister à ce qu'on appelle du panic prescribing, ou tout simplement à la volonté des médecins de faire le maximum pour soulager leurs patients. Dans ce cas, le recours à des pratiques, des traitements, voire des médicaments expérimentaux arrivent et il convient alors à la fois d'assurer la sécurité des patients en espérant que le test qui est tenté sur eux fonctionne, mais aussi de collecter toute l'information qui est de façon empirique produite pour s'assurer qu'au niveau de la santé publique, on récolte cette information et qu'elle ne soit pas perdue, que ce ne soit pas uniquement par le biais des essais cliniques qui peuvent ne pas avoir lieu dans ces circonstances très compliquées, que cette information est collectée. L'OMS a d'ailleurs récemment enfin publié une nouvelle guidance à ce sujet, après celle qu'elle avait publiée au moment d'Ebola. Ces éléments-là, éthique de la recherche et epidemics ethics, doivent s'entendre comme étant insérés dans un cercle plus grand, qui est tout simplement celui de la recherche responsable. La pratique de la recherche à finalité médicale nécessite en effet de s'intégrer dans ce qu'on appelle le champ du débat bioéthique. Les produits de la recherche, l'innovation scientifique doivent être transposés de façon responsable dans la société, non seulement pour le temps qui nous occupe, mais aussi pour les générations à venir. C'est de ça, de cette jonction très particulière que s'occupe le champ de la bioéthique. Il importe donc que la translation des produits de la recherche scientifique ne rompe pas les équilibres en place au plan sociétal et qu'elle protège en priorité les plus fragiles d'entre nous. C'est notamment ce qui a été fait lorsque, au comité bioéthique belge, que je connais un petit peu mieux que le CCNE français, donc je me permets d'en parler, on a rendu un avis en décembre 2020 avec un ordre de priorité pour l'accès aux vaccins anti-Covid-19 à un moment où il n'y avait pas assez de vaccins. On ne pouvait pas le donner à tout le monde et il fallait donc décider
pas uniquement sur des critères scientifiques, mais aussi sur des critères éthiques, à qui on pourrait le donner en priorité, à qui on devait le donner en priorité. Les comités d'éthique sont le bras armé de la régulation de la réflexion éthique, que ce soit les comités d'éthique de la recherche, qui ont des ancrages en général institutionnels ou extra-institutionnels, comme c'est le cas en France avec les CPP. Et puis, vous avez ensuite, bien sûr, les comités d'éthique du soin qui tentent d'accompagner les soignants, et puis les comités de bioéthique qui sont positionnés à un niveau national et qui permettent donc cette réflexion de long terme qui vise aussi les générations futures, autant qu'il est possible d'imaginer ce que pourrait être le juste ou le bien de la pandémie. La façon dont les recommandations issues de la recherche ont été transposées dans nos sociétés a mis à mal le concept de démocratie sanitaire. Alors c'est quoi ce concept ? Au départ, c'était conçu pour lutter contre le paternalisme médical. Et ce terme recouvre bien sûr la prise en compte et l'affirmation inconditionnelle des droits des usagers de santé, mais aussi toute une culture, et c'est là l'enjeu sensible, toute une culture de la coopération, de la concertation, de l'écoute, de la mise sur un pied d'égalité entre parties occupant pourtant des fonctions dissymétriques, ainsi que la valorisation des savoirs expérientiels des usagers de santé. On avait pu observer que la pandémie VIH avait eu un effet déterminant dans l'émergence de cette culture spécifique. Un effet déterminant favorable, positif, qui a changé notre société. On peut se demander si la pandémie à Covid-19 n'a pas temporairement, du moins, sonné le glas au motif de l'urgence. Il serait utile, de ce point de vue, de voir comment les héritages bénéfiques qui ont été construits dans le champ de la santé à l'occasion des crises sanitaires précédentes peuvent être revisités et adaptés, y compris en situation d'urgence et de relative urgence. Je passe la parole à Frédéric Coulet. Merci Virginie. Alors je vais reprendre la réflexion qui a été débutée par Virginie en revenant sur l'événement dont il a été question dans sa dimension internationale. Et je voudrais à cet égard reprendre certaines étapes de la chronologie qu'elle a rappelées au début de son propos. Donc comme cela a été souligné par Virginie, l'événement, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le cadre du règlement sanitaire international, est signalé par la Chine à la toute fin du mois de décembre. Et du point de vue du système d'alerte qui est mise en place par le règlement sanitaire international, deux dates vont avoir une grande importance. Ce sont les dates de réunion du comité d'urgence. Ces deux dates sont proches, mais elles vont être rappelées, évoquées, critiquées, interrogées par la suite. Une première réunion du comité d'urgence, donc qui est un organe d'experts, a lieu les 22 et 23 janvier sans que le consensus s'installe entre les membres du comité d'urgence. Et donc l'urgence de santé publique de portée internationale n'est pas reconnue à cette date. Et ça n'est finalement qu'à la toute fin du mois de janvier, donc le 30 janvier, au terme de la seconde réunion du comité d'urgence, que la décision va être prise par le directeur général de l'OMS de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Donc ces dates sont importantes. On aura l'occasion d'y revenir dans le cours de ce colloque pour réfléchir à ce que serait un système d'alerte internationale plus efficient. Pour avoir la pleine mesure de cette intervention du comité d'urgence, il faut souligner que les réactions internationales qui ont suivi la déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale fin janvier, donc ces réactions n'ont pas été un raz-de-marée de mesures qui auraient immédiatement suivi. Et alors même
que le règlement sanitaire international n'accorde aucun statut particulier à ce type de déclaration. C'est finalement lorsque le directeur général de l'OMS a déclaré que la situation pouvait être caractérisée en tant que pandémie au mois de mars, donc bien après, un certain nombre de mesures ont pu être prises. Cela nous amènera naturellement à réfléchir sur ce qui est envisageable en termes d'évolution de ce système d'alerte. Alors, il faut également dire que cet événement international, pour reprendre l'expression que nous avons retenue, cet événement international avait un caractère parfaitement prévisible. Dans son rapport de 2019, donc rapport qui précède la pandémie, le Conseil mondial de suivi de la préparation mentionnait la forte probabilité de pandémie ou d'épidémies dont il affirmait qu'elles seraient dévastatrices et qu'elles entraîneraient le chaos social. À sa manière, donc, le Conseil mondial de suivi de la préparation annonçait ce fait social total qui est venu bouleverser la vie de chacun d'entre nous depuis un peu plus de 2 ans. Alors on le sait, la pandémie a durablement déstabilisé les économies et les sociétés. Elle a remis en cause leur fonctionnement et leur cohésion. Et sur la scène internationale, cette remise en cause s'est traduite par la rupture entre les États les mieux à même de faire face à la pandémie et les autres. Et cette rupture correspond en grande partie à une opposition entre le Nord et le Sud. La première différence s'est certainement imposée entre les États dont l'économie repose largement sur le travail informel, donc des États qui n'ont pas été en mesure d'imposer un confinement strict et généralisé à leur population, et les États industrialisés qui ont souvent fait ce choix. Alors, naturellement, la société internationale avait particulièrement besoin d'institutions internationales fortes portant un message en faveur de la coopération et de la solidarité internationale. Et au plus fort de la pandémie, eh bien, l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu remplir ce rôle. Elle était alors tiraillée entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine, et elle a beaucoup tardé à porter un message sur ce terrain. C'est seulement au mois de juillet 2020 que les États membres du Conseil de sécurité sont parvenus à adopter une résolution qui a simplement appelé les États à un cessez-le-feu mondial immédiat en lien avec la pandémie. Alors le risque de rupture sur le plan international est devenu plus clair encore lorsque les premiers vaccins commençant à être mis sur le marché, eh bien, la différence s'est faite entre les quelques pays parvenus à produire des vaccins et les autres, sachant que pour les autres, il fallait subdiviser entre ceux qui parvenaient à se procurer des vaccins pour l'ensemble de leur population et ceux pour qui cet objectif était impossible à atteindre par eux-mêmes. Le nationalisme vaccinal a suscité les critiques du directeur général de l'OMS, du secrétaire général des Nations Unies, sans que les grands déséquilibres de la couverture vaccinale que nous connaissons tous soient radicalement remis en cause. Et de manière plus générale, devant l'ampleur de la crise sanitaire, chacun a été amené à prendre conscience de ses faiblesses liées à la dépendance à l'égard de l'extérieur. La souveraineté sanitaire est devenue une préoccupation de premier ordre. Cet événement, donc, qui ça a été rappelé, n'est pas terminé.
est par ailleurs peu favorable aux libertés, et ce qu'il y a de très particulier dans la situation que nous connaissons, c'est que la science peut servir de motif à la restriction des libertés jusqu'aux dérives. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter ce que disait il y a quelques jours à peine le jésuite français Benoît Vermander, qui est un politologue spécialiste de la Chine, à propos de ce pays. Donc je le cite, c'est une nouvelle étape dans une stratégie d'ensemble de l'État-parti, établir un management scientifique qui permette d'exercer un contrôle continu et évolutif sur la population, calibré selon la nature des urgences. Il faut éliminer tout ce qui est impur, les virus aussi bien que les mêmes censés polluer l'atmosphère sociale. C'est une forme extrême d'hygiénisme social. Alors sans stigmatiser la Chine, bien évidemment, il faut souligner que pour tous les États, la gestion de la crise sanitaire s'est accompagnée de restrictions aux déplacements, souvent aussi de confinement et fréquemment de la mise en place d'états d'exception, y compris donc dans les États démocratiques. La question de la proportionnalité des restrictions aux libertés a été, dans un premier temps, largement éludée, parce qu'il fallait faire face à l'urgence, bien évidemment, et aujourd'hui, elle est naturellement plus sérieusement questionnée. La marge d'appréciation qui a été accordée aux États a été d'autant plus grande que l'incertitude scientifique était considérable. Alors il convient certainement d'avoir ce contexte d'ensemble à l'esprit au moment d'introduire ce colloque. Il convient également d'apporter quelques indications de méthode. Les premières indications de méthode concernent les événements qui ont précédé le colloque qui se tient aujourd'hui et demain, événements qui d'une certaine manière ont permis de mûrir la réflexion, et les secondes indications de méthode sont relatives à la démarche scientifique qui a été la nôtre. Alors le colloque qui nous réunit pendant ces 2 jours a été précédé par une série de webinaires et par des auditions. Les webinaires ont été portés par Poletis et par l'Espace Éthique Île-de-France avec quelques autres partenaires. Ces webinaires ont débuté en 2020, donc à l'époque des confinements. Le premier cycle a été consacré à l'éthique de la recherche, l'intégrité et la responsabilité scientifique en situation de crise sanitaire, proposant un état des lieux, des analyses et faisant donc des propositions d'ouverture. Le second cycle de webinaire s'est interrogé sur l'incertitude en ces termes: de quelle science avons-nous besoin? Et nous avons donc mené cette réflexion qui a été prolongée par des auditions qui ont précédé le colloque, qui ont permis d'entendre les meilleurs spécialistes sur 3 thèmes qui avaient retenu tout spécialement notre attention et qui ont mobilisé des compétences transversales, à savoir l'intégrité scientifique et la science responsable, les communs et les biens publics mondiaux, et puis la démocratie sanitaire. Alors ces précisions étant apportées sur ces événements, il faut dire quelques mots également sur notre démarche qui est à la fois ouverte et interdisciplinaire. Alors démarche ouverte tout d'abord, 20 ans après le vote de la loi du 4 mars 2000 relative aux droits de la personne malade et à la qualité du système de santé, notre démarche est celle d'une concertation ouverte avec la société, et elle se traduira également dans quelques jours avec l'aboutissement de la contribution à la refondation de la République en faveur d'une loi droit de la personne et démocratie en santé, qui a été initiée par l'Espace Éthique Île-de-France. Un grand débat aura lieu le 20 juin à la Bellevilloise, avant que le texte issu de ces échanges soit soumis au Parlement.
Plus spécifiquement concernant notre colloque, la démarche retenue est largement interdisciplinaire. Nous allons entendre des médecins, des spécialistes d'éthique, des juristes, des épidémiologistes, des spécialistes de santé publique, des économistes, des sociologues, des anthropologues. Les spécialistes que nous avons sollicités sont très souvent aussi des acteurs de terrain. L'approche interdisciplinaire sur laquelle nous nous sommes appuyés fait donc le pari de la complémentarité, sans naturellement nier les spécificités qui sont propres à chaque discipline, sans ignorer aussi la diversité des concepts et des méthodes qui font ces disciplines. Alors revenons à la recherche, à l'activité de recherche et à ce qui l'entoure pendant la pandémie, et soulignons quelques traits saillants. Dans le contexte international, la coopération scientifique s'est largement mobilisée et dans le même temps, on ne peut naturellement pas l'ignorer, la compétition scientifique internationale a été particulièrement exacerbée. L'urgence s'est imposée aux chercheurs de manière aiguë. À l'identification du nouveau virus par séquençage a fait suite la définition de riposte sanitaire au plan médical et sociétal, puis l'élaboration de vaccins et de nouveaux traitements. Le temps qui a permis l'élaboration de vaccins contre la Covid-19 a été considérablement raccourci par rapport au cycle habituel en la matière. Et c'est notamment grâce aux efforts consentis par la communauté scientifique que ces résultats ont pu être atteints. Donc on l'aura compris, il sera question dans le cadre de ce colloque de la recherche, mais aussi du développement. Au-delà de la simple activité de recherche, d'ailleurs, les scientifiques ont été mis à contribution pour apporter une diversité de réponses qui sont directement venus impacter la décision publique, orienter les choix institutionnels, normatifs, opérationnels, et la création d'organes d'experts a caractérisé cette période. Virginie faisait allusion tout à l'heure à la création du Conseil scientifique Covid-19 en France, qui a correspondu donc à la réponse apportée aux besoins d'expertise scientifique pour légitimer la décision politique et naturellement tout spécialement toutes les décisions susceptibles de limiter les libertés, le confinement de la population, le port du masque obligatoire, la forte incitation à la vaccination. Dans le cadre international et dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, ce besoin d'expertise scientifique a également été très présent et le comité d'urgence a été l'organe d'experts de référence, on l'a dit tout à l'heure, pour déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale et ainsi justifier les restrictions aux déplacements internationaux et au commerce qu'autorise le règlement sanitaire international de l'OMS, mais le rôle du comité d'urgence n'est pas parfaitement identique à celui du Conseil scientifique Covid-19. Nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite. Quelle éthique pour quelle recherche? C'est une autre des questions abordées dans le cadre de ce colloque. Alors je ne vais pas revenir sur les explications expertes qui ont été apportées par Virginie, dont c'est la spécialité. Je voudrais simplement prolonger l'ouverture de la notion d'éthique qu'elle a engagée. On parlera d'éthique de la recherche stricto sensu dans le cadre de ce colloque, y compris l'intégrité scientifique, que nous interrogerons en nous intéressant aux pratiques de recherche pendant la pandémie. Nous nous intéresserons à l'éthique de la recherche de manière plus large, en ce sens, comme le rappelait Virginie tout à l'heure, que tous les produits de la recherche, l'innovation scientifique doivent être transposés de façon responsable dans la société, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Mais dans le contexte international, notre propos sera aussi d'inscrire cette responsabilité au regard du contexte international, et cela suppose
de prendre en considération des impératifs éthiques qui sont ceux de la solidarité internationale et de l'équité, et qui sont indispensables pour faire face aux crises sanitaires actuelles et futures. Alors c'est dire si la pandémie de Covid-19 nous place à la croisée des chemins. Il nous a semblé que le temps était venu de faire un premier bilan, d'ouvrir des perspectives et d'envisager ce que pourrait être une gouvernance internationale permettant de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Pour ce qui est du bilan, un premier bilan semble pouvoir être fait, et c'est naturellement un des objectifs du colloque que d'en vérifier la pertinence, que de le soumettre à examen critique. Il nous a semblé que la production de la connaissance pendant la crise sanitaire, comme le partage de la connaissance dans le contexte de la pandémie, sont considérables et qu'ils doivent être reconnus. Des avancées souvent discrètes, mais très importantes, ont été réalisées dans le cadre scientifique international. On pense notamment au partage volontaire d'informations en temps réel, à l'accès aux données épidémiologiques et cliniques. On pense aussi à la pratique du partage de virus, pratique discrète mais qui, à bien des égards, amène à traiter les virus comme des biens communs ou des biens publics mondiaux. Et nous n'ignorons rien du défi de l'urgence dans ce contexte, des risques qui l'ont accompagné en termes d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique. Un défi a été celui de porter également l'exactitude de l'information scientifique pendant le temps de la pandémie. Cette question a acquis une très grande importance. L'information scientifique a été particulièrement malmenée sur les réseaux sociaux par les complotistes en tout genre, en tout cas suffisamment malmenée pour que l'Organisation mondiale de la santé, avec quelques autres institutions internationales, se saisissent de la lutte contre l'infodémie. Le partage des produits de la connaissance en situation de pandémie fait l'objet d'un bilan qui nous semble plus incertain, qui nous semble plus fragile. Dans le contexte exceptionnel de la pandémie, le partage des produits de la connaissance est un objectif assez communément reconnu, il est même assez clairement reconnu par les États. De nombreuses déclarations ont pu être faites en ce sens, y compris concernant les vaccins contre la Covid-19 et les médicaments. Ces déclarations, d'ailleurs, s'inscrivent en cohérence avec l'agenda international, dans le prolongement des objectifs du développement durable, que les États membres des Nations Unies se sont engagés à réaliser à échéance de 2030. Il faut rappeler à cet égard que la santé a été définie comme l'un de ces objectifs. Dès le 19 mai 2020, dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé, les États ont également appelé à un accès universel, rapide et équitable et à une juste distribution de tous les produits et de toutes les technologies de santé essentielles nécessaires à la riposte contre la pandémie de Covid-19. Et les mêmes États sont allés jusqu'à reconnaître le rôle d'une immunisation à grande échelle contre la Covid-19 en tant que bien public mondial dans le domaine de la santé. Des déclarations similaires ont été faites à l'Assemblée générale des Nations Unies et le directeur général de l'OMS comme le secrétaire général des Nations Unies n'ont eu de cesse de porter cette idée et de prôner un accès équitable et universel aux vaccins. Le décalage est d'autant plus grand avec les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Si l'on met de côté le cas spécifique de l'Union européenne qui a mobilisé de manière nouvelle la solidarité européenne, l'achat de vaccins a reposé sur des accords bilatéraux conclus par les États avec l'industrie pharmaceutique, donc une pratique bien éloignée de ce qu'implique un accès équitable et universel aux vaccins. Et les règles internationales relatives à la propriété intellectuelle continuent aujourd'hui à être un obstacle
au partage équitable des vaccins, sans que de véritables évolutions soient à ce stade à envisager, à espérer. Alors pour ce qui est des perspectives qui s'ouvrent à nous et qui seront discutées naturellement dans le cadre du colloque, différentes options sont actuellement envisagées, en particulier pour mettre en place un système international de préparation et de réponse aux pandémies efficient, reposant sur des informations scientifiques parfaitement utilisées. Donc il s'agit de mieux affronter les pandémies dans l'avenir en mobilisant ces informations. D'autres initiatives, d'autres options visent à partager la connaissance et les produits de la connaissance. Donc les vaccins et les traitements devront être partagés de manière équitable dans le cadre universel. Des perspectives sont possibles, mais elles ne sauraient être envisagées de manière isolée et elles supposent de construire de manière plus globale une gouvernance internationale qui suppose de repenser les normes et les institutions. Dans ce contexte mouvant, quelle place reconnaître à la recherche pour qu'elle serve le bien commun? C'est un enjeu de ce colloque que de répondre à cette question. Alors, il ne m'appartient naturellement pas d'anticiper les enseignements qui pourront être tirés de ce colloque, dont l'ambition est notamment d'identifier les mutations indispensables. On mesure bien que ces mutations seront multiples, qu'elles impliqueront une pluralité d'acteurs. Soulignons simplement que la construction de cette nouvelle gouvernance suppose de repenser un certain nombre de missions et de moyens, et notamment les missions et les moyens de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je n'ignore naturellement rien des reproches qui ont pu être adressés à cette institution, mais elle reste au cœur de l'écosystème international de la santé et incarne le fonctionnalisme dans le contexte international. Depuis le début de la pandémie, elle a porté malgré tout un certain nombre d'initiatives, notamment dans le cadre de l'approche Une seule santé, contribuant à créer le Conseil d'experts de haut niveau pour l'approche Une seule santé. Elle a noué également de très nombreux partenariats qui ont favorisé la coopération scientifique internationale et permis la mobilisation de connaissances scientifiques au service de la société, sans donc verser dans l'angélisme, sans sous-estimer les difficultés qui attendent l'organisation. Reconnaissons-lui ses mérites, alors que la suite reste à inventer de manière beaucoup plus large, bien évidemment. C'est à cette réflexion collective passionnante qu'Emmanuel Hirsch, Virginie Pirard, Gilles Raguin et moi-même sommes heureux de vous inviter dans le cadre de ces 2 journées de colloque. Je vous remercie.